203 840 000. C'est le nombre d'heures que la population américaine passe par jour sur Netflix. Le Covid, une partie de plaisir. Les échecs dans un monde si digitalisé, le jeu le plus stylé du monde. 3 fois plus d'abonnés que de population française, il en fallait pas plus pour m'intéresser. Le monde d'avant. Il y a 20 ans, quand on voulait regarder un film ou une série, il y avait tout un rituel à mettre en place. D'abord, il fallait prier pour que le vidéoclub du coin soit ouvert. Ce lieu où regorgeaient tous les films que tu pouvais espérer. Ça, c'est s'ils étaient encore disponibles et que le voisin n'avait pas choisi de voir Kill Bill le même soir que toi. C'est pas tout. Fallait aussi que tu vérifies que la télé soit pas occupée, le lecteur VHS ou DVD ne soit pas lui pris par ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Toutes ces conditions juste pour regarder Shrek, ça commençait à faire beaucoup. La question c'est comment Netflix a mis en banqueroute tous les vidéoclubs de ton quartier. Et ça, pas seulement en France, aux États-Unis et dans le monde entier. Pour le comprendre, on n'a pas le choix que de remonter le temps quelques années en arrière. La genèse de Netflix. Nous sommes en 1991. Reed Hastings est originaire du Minnesota, un état frontalier entre les États-Unis et le Canada. Il vient tout juste d'obtenir son diplôme en intelligence artificielle à Stanford. En gros, c'est une tête. C'est après cette reprise d'études en fait que Reed va s'intéresser à l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, dès 31 ans, il va monter sa première boîte. Il va se lancer dans la création de Pure Software, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un logiciel de débogage pour le système d'exploitation Unix. Un système d'exploitation, grosso modo, c'est ce qui fait que ton ordinateur fonctionne. Tu peux installer Minecraft ou les Sims 4 par exemple. Si tu es sur un PC, généralement, ça va être Windows. Le produit de Reed, il est spécialisé sur un système d'exploitation pour faire en sorte que quand il y a un souci, eh bien, ça le débug. Et en fait, il y a une énorme demande puisqu'il n'a pas vraiment de concurrent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Reed, il est au bon endroit, au bon moment. Il travaille dans le domaine de l'informatique, il travaille proche de la Silicon Valley, il a créé un produit dont tout le monde a besoin. Bingo, la société double ses revenus chaque année jusqu'à obtenir une valeur de 700 millions de dollars en 1996. Rien que ça. Et c'est là qu'il va rencontrer son super pote, Mark Randolph. Retenez bien son nom. Donc 6 ans après avoir repris ses études, Reed il vit clairement sa meilleure vie, il est millionnaire. Sauf qu'à côté de ça, je vous l'ai dit, il était un petit peu poteau avec Mark. Et voilà, quand tu entreprends une fois, tu vas toujours avoir l'œil en fait sur ce qui se fait un petit peu sur le marché. À côté de ça, Mark, qui côtoie Reed, il a lui aussi toujours cette envie d'entreprendre. Donc de temps en temps, il va voir son pote pour lui pitcher une idée. Et vraiment, il va lui sortir tout et n'importe quoi. Et à chaque fois, Reed il lui dit mais pas du tout mec, c'est n'importe quoi ce que tu me racontes. Un jour, Mark va voir Reed et cette fois, c'est l'idée de génie. Il lui demande si ça lui est déjà arrivé d'avoir dû rendre un VHS en retard et de payer 40 $ et si ça l'avait pas rendu ouf. Et le mec lui dit bah oui, bien évidemment, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Le Netflix 1.0. Là, ce que va proposer Mark, c'est du génie. Il lui dit bah écoute, si on achetait nous-mêmes une collection de VHS et que on l'envoyait directement aux gens et que seulement quand ils avaient fini de regarder la cassette, ils pouvaient nous la renvoyer. Pas de frais supplémentaires, on prend son temps, ça serait vraiment un différenciateur. Tu n'as pas de déplacé, tu n'as pas de frais derrière si tu es en retard, il n'y a plus de notion de frais de retard. Et là, Reed lui dit tu tiens quelque chose. Bien sûr, c'est pas le Netflix qu'on connaît aujourd'hui. Ils vont travailler ensemble et essayer de voir ce qui est possible et pas possible. Premièrement, les VHS sont beaucoup trop fragiles pour être envoyés par la poste comme ça. Mais Reed, lui, je vous l'ai dit, il est toujours à l'affût de ce qui se passe dans le monde de la tech. Et il y a pas longtemps, il a lu un article sur la technologie de DVD. Pour lui, c'est vraiment le DVD qui est le futur. Beaucoup plus léger, facile à envoyer en fait finalement dans une petite enveloppe pour quelques centimes. Cette technologie, elle a été créée en 1994 par Sony. Et pour lui, c'est le futur de la boîte à laquelle Mark vient de penser. Le petit souci en fait, c'est que le moment où ils ont l'idée, je vous l'ai dit, la technologie a été créée en 1994, ça a été vendu seulement en 1997, c'est disponible qu'au Japon. Déjà, c'est un petit peu trop avant-gardiste. Et en plus de ça, là en 2022, on se dit bien, mais c'est quoi cette idée pourrie? Puisque aujourd'hui, on n'utilise même plus de DVD. Mais pour lui, c'était vraiment l'idée du siècle. Il se dit que même si aujourd'hui un lecteur DVD fait 1000 $, s'il se met le premier sur le marché, celui-ci va grandir dans le futur. Il est persuadé que les VHS vont disparaître. Donc avec toute cette idée en tête, en août 1997, Reed, Mark et quelques potes s'unissent pour créer Netflix. Alors ils partent pas de zéro, je vous l'ai dit, Reed a créé une entreprise qui est valorisée à des millions de dollars. À l'époque, le concept de Netflix est simple, je vous l'ai dit, ils vont envoyer des DVD par courrier, mais la particularité c'est qu'ils vont avoir un site internet. Et ça en 1997, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est révolutionnaire.
Et au fond, c'était vraiment l'objectif de Mark et de Reed. Ils ne voulaient pas créer en fait un produit qui allait être vendu, sur lequel ils allaient devoir créer de la personnalisation, investir des sous. Ils voulaient vraiment créer un produit d'internet. Hastings se lance, il teste 200 formats d'envoi de DVD pour s'assurer que le DVD arrive dans le meilleur état possible, parce que c'est vraiment ça le risque dans cette entreprise, c'est de casser en fait le produit. C'est seulement en 1998 que la petite équipe va se lancer avec le site netflix.com. Ils ont une collection d'environ 800 DVD. Hastings est sûr de lui, il a testé, je vous l'ai dit, des centaines de paquets pour voir si ça fonctionnait. L'équipe est prête à envoyer manuellement des mails en disant « Oui, on a bien reçu votre demande, vous allez bientôt recevoir votre DVD ». Les serveurs sont branchés puisqu'à l'époque, le cloud n'existe pas, donc ils sont allés chercher des petits serveurs chez l'informaticien du coin pour s'assurer voilà, que s'il y a beaucoup de personnes sur le site, tout se passerait bien. Bref, ils sont prêts. En termes marketing, Mark a pensé à tout, puisqu'il ne s'est pas juste contenté d'essayer de décrocher un petit article dans un journal du coin, ni même un passage en radio, ça a été fait certes, mais en fait, il a demandé en fait à toute son équipe de créer des faux comptes sur des forums qui s'intéressent aux DVD, parce que c'est encore une niche, je vous l'ai dit. Donc, ils vont tous créer des faux comptes en publiant sur des forums spécialisés sur les DVD. Alors, ils vont pas du tout mentionner le fait qu'ils travaillent chez Netflix pour faire de la pub, mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est demander l'avis des gens. Donc, ils vont demander est-ce que les gens connaissent Netflix.com, ce fameux site pour louer des DVD en ligne. L'autre moitié de l'équipe va venir répondre, comme quoi elle est satisfaite, et ça va créer de l'engouement. Si bien que, vous le voyez venir, le site va cracher. On peut qu'imaginer le nombre de clients perdus. Alors, ils courent à l'informaticien du coin pour aller chercher plus de serveurs, mais rebelote. Un dilemme cornélien. Alors oui, ils n'étaient pas préparés, c'est un problème, mais on est clairement d'accord que c'est une très bonne nouvelle. Donc cette nuit-là, ils ont très peu dormi, mais ils se sont préparés pour la suite. Le temps passe et Netflix aurait pu s'arrêter là. Sauf que Reed, vous vous rappelez, il a quand même passé un diplôme en intelligence artificielle et donc les chiffres, ça lui connaît. Déjà, il va faire une observation, c'est que lui, l'idée qu'il avait en tête de louer des DVD, ça a pas trop fonctionné. Ce que je vous ai pas précisé, c'est que sur le site, les clients avaient le choix de louer des DVD ou de les acheter, et qu'en fait les gens avaient tendance à les acheter plutôt qu'à les louer. En même temps, étant donné qu'ils sont dans la Silicon Valley, en fait l'entreprise va se faire repérer par Amazon, rien que ça. Et à l'époque, Jeff Bezos propose à Reed et à Mark de les racheter tout simplement, puisqu'ils veulent se lancer dans la vente de DVD. Le duo est hyper partagé. Même si Amazon n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, à l'époque ils ont vraiment peur de rater le coche. Pour autant, ils décident de camper sur leur position. Pour eux, Netflix sera une entreprise de location de DVD et non pas une entreprise de vente. Alors pourquoi pas couper la part en deux? Ils proposent en fait à Amazon effectivement non pas de leur vendre des parts, mais de faire en sorte que lorsque Netflix va mettre sa stratégie en place qui est d'arrêter la vente de DVD, ils vont reconduire les gens vers Amazon, pouvoir aller acheter des DVD. En retour, Amazon devra avoir sur son site un lien qui encourage les gens qui souhaitent louer des DVD à aller sur netflix.com. Trop bien! Sauf qu'il y a plusieurs problèmes dans ce plan. Le premier, il me semble que Amazon n'a jamais trop joué le jeu. Tu pouvais pas très facilement en fait trouver le lien là où sur Netflix tu pouvais aller sur Amazon. Donc en gros les volumes échangés n'étaient pas du tout les mêmes. En plus de ça, le business model de la location n'était pas vraiment intéressant pour Netflix. Enfin, ils oublient un tout petit détail, c'est que vraiment, je crois que la location ne faisait partie que de 1% de leurs clients. Donc en fait, ils décident de tège 99% de leur business sur un pari. Un enchaînement de mauvaises décisions. Et ils poussent le truc hyper loin. Parce qu'en fait, ils vont passer un accord avec Toshiba et avec Sony. Chaque fois que quelqu'un va acheter un lecteur DVD, ils auront la possibilité d'avoir 3 DVD gratuits. Sauf qu'il y a un tout petit détail, c'est que premièrement, Sony et Toshiba ont mis le code qui devait être utilisé pour avoir cet accès gratuit sur les boîtes. C'est-à-dire que quand tu allais en magasin, tu pouvais le récupérer. Et les gens sont des petits filous. En plus de ça, vu que c'est des gros gratteurs, ils leur disent non les mecs, on veut pas 3 DVD gratuits pour nos clients, nous on en veut 10. Donc entre les mecs qui profitent de la promo et qui grattent absolument tout, le fait que clairement de toute façon offrir 10 DVD gratuits, je sais pas, c'est pas très rentable. Les gens qui ont eu tous ces DVD déjà gratuitement n'ont même pas envie d'en avoir plus, ils gardent même pas 3% des gens en fait. Personne n'accroche à cette offre-là. Alors il y a quand même un petit élément qui est du côté de Netflix, c'est la période de ce qu'on appelle les dot-com. Donc tous les business qui sont faits sur internet sont vachement plébiscités et donc c'est beaucoup plus facile de lever des fonds. En 1999, ils vont se faire injecter 30 millions de dollars de capital. Le génie Netflix.
Ils vont décider en fait d'investir cet argent en créant le Marquee Programme et pour 16$ par mois, tu pouvais louer autant de DVD que tu voulais. La seule limite c'était qu'ils pouvaient pas avoir plus de 4 DVD par mois, mais sinon il n'y avait aucun frais de retard, aucun frais de retour, rien. Ça me rappelle quand même quelque chose. Je vous le rappelle encore une fois, notre rythme national, il a fait de l'intelligence artificielle et vraiment ça fait toute la différence et c'est l'ADN de Netflix. Il va pas juste décider de louer à volonté des DVD, il va faire des propositions en fait aux gens qui louent des DVD. L'idée, c'est d'envoyer systématiquement un questionnaire aux utilisateurs de Netflix pour comprendre quels films ils aiment et pourquoi. Sur cette base-là, il va leur faire des recommandations. Il va croiser aussi les données des personnes qui se ressemblent, donc les gens qui aiment regarder le même type de film, qu'est-ce qu'ils aiment, et bref, il recroise le tout. Et ça va être un vrai différenciateur parce que des gens qui commencent à louer des DVD, il commence à y avoir quelques petits concurrents, mais personne ne va proposer un service aussi poussé. Et ça, c'est encore la marque de fabrique de Netflix, et sauf que je trouve ça juste malade que ça ait été créé il y a plus de 20 ans, alors même que le streaming ou toute cette notion-là, ça n'existait pas. Je trouve que le mec est quand même un génie. Et d'ailleurs, si vous avez vu par exemple le documentaire Derrière nos écrans de fumée qui est sur Netflix, ou vous travaillez dans la tech, dans l'informatique, que vous connaissez un petit peu ce que font les GAFAM, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils observent tout ce qu'on fait pour nous proposer ce qui va nous intéresser et occuper notre temps de cerveau disponible. Et Reed Hastings, chez Netflix, faisait ça en 1999. Incroyable. Et je dirais même qu'il avait cette idée dès 1997, alors même que tout le monde n'avait pas d'ordinateur. Donc, je sais pas ce qu'il leur donne à manger chez Stanford, mais c'est quelque chose de sérieux. Alors même que Google n'existait pas, Netflix avait son site internet. Et Reed rêvait déjà des recommandations selon ce que vous avez déjà regardé. Et c'est dans les années 2000 qu'il va exaucer son souhait. Sur le site, en fait, tu peux donner une note et selon les notes en fait que tu as attribuées, tu vas pouvoir avoir des recommandations. Et juste pour vous donner une idée, à ce moment-là, Netflix reçoit environ 10 000 commandes de DVD par jour. Le problème, c'est que les recettes associées s'élevaient à 5 millions de dollars, ce qui restait encore insignifiant par rapport à son concurrent Blockbuster. Pour Blockbuster, à cette époque-là, on parle plutôt de 4,5 milliards de recettes. Et là, Netflix ne fait pas le poids. Blockbuster, si tu sais bien, j'en ai parlé au début. Vous vous rappelez, c'est les fameux vidéoclubs qui étaient un petit peu partout aux États-Unis. Pas vraiment les plus gros dans le domaine, c'était Blockbuster, il y en avait à toutes les rues. Et aujourd'hui d'ailleurs, il n'en existe plus, mais c'est tellement iconique aux États-Unis qu'il en reste un seul et c'est devenu touristique. Comme Netflix était en train de grandir, de gagner en visibilité, tout le monde se chuchotait que Blockbuster allait aussi rentrer sur le marché, c'était pas possible autrement. Sauf qu'avec de tels moyens, Blockbuster avait beaucoup de chance d'écraser Netflix. Le dernier recours. Malgré toutes leurs manœuvres pour faire mentir l'opinion publique et le fait que Netflix ait des idées aussi brillantes pour se dépasser, il y a quelque chose qui va venir totalement stopper la croissance de Netflix. Vous vous rappelez quand je disais que pour eux c'était super facile de lever des fonds, puisque c'était la période qu'on appelle la période des dot-com, donc quand on montait un business sur internet, les investisseurs étaient là pour nous. Et bien tout l'inverse va se produire, puisque l'année 2000 c'est ce qu'on appelle la crise des dot-com. Et Netflix.com fait clairement partie de la blacklist. Alors c'est fini de lever des fonds à tout va, plus personne ne fait confiance aux startups internet et là Reed va devoir prendre une décision vraiment importante. Et si il collaborait avec Blockbuster et qu'il acceptait enfin de se faire racheter? En effet, il y a quelques années, il avait été face au dilemme de se faire racheter par Amazon. Peut-être que c'est le moment pour Netflix de passer à l'action. Ça aurait un intérêt pour les deux parties. Ils deviendraient la branche internet de Blockbuster, ça leur permettrait de gagner du temps et ça éviterait à Reed de mettre à la poubelle son bébé. Ils ont vraiment tout un plan écrit et Reed est sûr de lui, c'est la chose à faire. Du coup, ils vont passer des mois à essayer de contacter le fondateur de Blockbuster, obtenir un rendez-vous auquel, ils vont être ignorés, on va les prendre de haut. Très clairement pour Blockbuster, Netflix, c'est des petits rigolos. Un jour, Reed et Mark reçoivent un appel, ils peuvent être reçus, mais ce sera le lendemain à la première heure. Un rendez-vous quasiment impossible à tenir. Et voilà, ça fait un moment qu'ils sont dans le business, ils ont bien l'impression que ça pue. C'est bizarre. Ils savent qu'ils sont à l'autre bout les uns les autres. Est-ce que ça veut pas dire je veux pas te voir, mais je te donne ce rendez-vous par politesse? Mais en fait, ils vont jouer le jeu, et je sais pas comment exactement, mais ils vont réussir à être à l'heure au rendez-vous avec Blockbuster. Et donc là, ils leur déroulent tout le plan, tout l'imaginaire qui se sont fait autour de ce partenariat Netflix et Blockbuster. Et en fait, Reed dira un jour en interview, on littéralement éclaté de rire pendant le rendez-vous. Pour eux, Netflix va s'effondrer, il n'y a même pas question, c'est une start-up
qui investit sur internet, c'est la crise. Il n'y a aucune façon à ce que ça tienne dans le temps. Netflix fait partie des entreprises où ça peut paraître contre-productif, mais ils investissent plus qu'ils ne gagnent, et donc après 3 ans, comme ils ont levé des fonds, et ben c'est pas pour autant qu'ils ont de l'argent qui rentre. En fait, ils ne font qu'investir, mais ils n'ont pas de bénéfices. Et au bout de 3 ans, pour eux, ça veut dire que ça va vraiment pas fonctionner. C'est clairement pas la joie pour Netflix, ils se disent que c'est mort pour eux. Ils sont en perte à plus de 57 millions de dollars. Et en plus de ça, Reed Hastings continue de se dire qu'il faut investir sur la technologie du DVD. Le sprint final. L'année 2001 commence à donner raison à Reed Hastings, puisque les prix des lecteurs DVD vont enfin baisser. On passe d'un prix de 1000 $ le lecteur à environ une centaine de dollars. Malheureusement, à la même période a lieu un événement horrible que vous connaissez tous, le 11 septembre. Mais c'est un événement qui au final va enrichir Netflix, puisque les Américains par peur vont beaucoup plus rester chez eux, et donc on va avoir tendance à consommer plus de films et de séries. Vous vous rappelez, Netflix propose un abonnement au mois où on peut avoir 4 DVD qu'on garde autant qu'on veut chez soi. Et à ce moment-là, les abonnements vont vraiment décoller. Mais après tout ce temps, Netflix ne connaît toujours pas de bénéfices. Et après 5 ans, ils doivent emprunter. Alors vous allez me dire, non mais Sarah, comment ça là, tu mens, tu racontes une autre histoire. Les mecs, ils font que lever des fonds sans faire de sous, donc les investisseurs doivent faire la gueule. Et là, tu me dis qu'ils finissent chez la banque à quémander des sous. Eh bien si, je ne vous mens pas, et d'ailleurs c'est avec cet argent qu'ils vont atteindre le 1 million d'abonnés sur Netflix. Là, on est en 2003, donc quel bonheur. Mais très rapidement, ils se font rattraper, puisqu'en 2004, Walmart, Blockbuster et d'autres, je pense d'ailleurs, lancent leur propre service de location de DVD en ligne. Je trouve ça quand même très stylé, encore une fois, que malgré tout ce qui se soit dit, le fait que Blockbuster les ait dégagés, etc., eh bien ils ont créé ce que tout le monde fait genre 5 ans après. Sauf que là clairement c'est la guerre, et donc le fait qu'ils rattrapent un petit peu leur retard avec cet emprunt, le 1 million d'abonnés, cette brève rentabilité, tout ça c'est oublié, bisous, on part à la guerre. Et là on parle quand même d'une estimation de l'action de Netflix qui baisse de 75%, donc juste énorme. Enfin vraiment, le fait qu'il y ait des concurrents aussi gros, ça ne laisse rien présager de bon. Et la vérité, moi je serais partie du navire 100 000 fois déjà, mais eux ils lâchent pas. L'acharnement finit toujours par payer. 2005, les mecs ils expédient 1 million de DVD par jour. Donc déjà la logistique de malade. On est passé de 800 types de films et séries à 35 000. Et du coup, même si en fait Walmart et Blockbuster se sont lancés, vous voyez que c'est plus le Netflix d'il y a 5 ans, qui commence avec des petits volumes, qui n'est plus organisé, qui ne sait pas trop comment faire. Même s'ils sont pas hyper rentables, ils finissent par avoir leurs concurrents à l'usure. Et donc en moins d'1 an, Walmart ferme les portes de son service de location de DVD en ligne. Pendant ce temps-là, ils continuent d'essayer d'améliorer leur service, le produit. Ils vont tester en fait à chaque fois des nouvelles fonctionnalités sur le site. Surtout en 2005, ils vont introduire la fonctionnalité de profil, donc tu avais ton propre profil sur le site, ce qui avant n'existait absolument pas. Et là, tu pouvais vraiment différencier les utilisateurs, créer tes listes de ce que tu voulais regarder. Et ça pouvait en fait créer aussi des ambiances. Tu avais vraiment déjà cette notion de feed, même s'il s'agissait encore en fait de louer des DVD. Et Blockbuster dans tout ça, ils sont restés un petit peu sur le marché. Mais vous voyez, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient dans le coin, à un moment on a tous capté que c'était la fin du DVD. On commençait à pouvoir voir des sites de streaming en ligne, les gens pirataient vachement en fait les DVD, et ils ont compris que c'était la fin, et en 2008 ils ont mis la clé sous la porte. Et même, et ça vraiment quand je l'ai su, j'ai jubilé parce que j'étais trop dans l'histoire quand j'ai fait mes recherches. J'étais là en mode vous allez y arriver, vous allez y arriver. Ils vont carrément déposer bilan 2 ans après. Donc en 2010, Blockbuster c'est terminé. Entre Walmart qui a jeté l'éponge, Blockbuster qui est au placard, franchement là je les imagine en train de se féliciter, de se claquer des petites coupettes là de shampoing, mais de bonheur. Si cette vidéo t'a plu, c'est ton moment pour t'abonner, activer la cloche de notification et pourquoi pas la partager. Je vais te laisser ici les points à retenir, les leçons qu'on a appris de la part de Netflix, mais surtout je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2, encore plus captivant.